Dans l'histoire de la musique moderne, peu de noms résonnent avec une puissance aussi monumentale et intimidante que celui de Clive Davis. Surnommé par ses pairs « l'homme à l'oreille d'or », cet homme d'affaires et producteur visionnaire a régné en maître absolu sur les palmarès internationaux pendant près de 6 décennies, façonnant la bande-son de plusieurs générations. Sa capacité presque mystique à déceler le génie, là où d'autres ne voyaient que de la banalité, a transformé l'industrie du disque de manière irréversible. On racontait même, sous forme de plaisanterie dans les coulisses de l'industrie lors de l'apparition des premiers disques compacts dans les années 80, que le sigle CD avait été choisi en hommage secret à ses propres initiales. L'ancien président américain Barack Obama lui-même déclarait qu'une immense majorité de personnes ignorent à quel point la musique qu'elle aime et qui accompagne ses vies a été façonnée, polie et dictée par l'influence d'un seul et unique homme. Pourtant, derrière les projecteurs étincelants, les tapis rouges et la collection impressionnante de disques de platine se cache une réalité infiniment plus sombre, tissée d'accusations de manipulation psychologique, de racisme systémique, d'évasion fiscale et de cupidité insatiable. Le destin de cette icône de l'ombre, décédée récemment à l'âge vénérable de 94 ans dans son opulente demeure de Manhattan, soulève aujourd'hui le voile sur les secrets les plus inavouables de l'univers du spectacle. Avant de plonger ensemble dans les méandres de cette existence fascinante et de découvrir les coulisses de ce pouvoir sans limite, prenez un court instant pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications, afin de ne manquer aucun de nos prochains récits exclusifs sur les mystères de la culture populaire. Pour comprendre l'ascension phénoménale de Clive Davis, il faut remonter aux origines d'un homme qui n'était absolument pas prédestiné à l'univers de la création artistique. Né à Brooklyn au sein d'une famille modeste, il subit très jeune les traumatismes de la perte, voyant sa mère disparaître alors qu'il n'était qu'un adolescent, suivi 1 an plus tard par son père. Recueilli par sa sœur mariée dans le quartier de Queens, le jeune homme se réfugie dans le travail et les études, démontrant une intelligence et une rigueur exceptionnelles qui lui ouvrent les portes de la prestigieuse faculté de droit de Harvard. Diplômé en 1956, il intègre un cabinet d'avocats new-yorkais dont l'un des clients majeurs n'est autre que la maison de disques CBS Records. C'est par la porte austère du droit des contrats et de la négociation financière que le futur magnat pénètre dans ce monde de saltimbanques et de créatifs. Son ascension au sein de l'organigramme corporatif est fulgurante. Et en 1967, il est nommé président de la compagnie. Cependant, la véritable épiphanie, le moment de bascule qui va transformer l'avocat rigide en un dénicheur de tendances hors du commun, se produit lors du mythique festival de pop de Monterey cette même année. En observant les performances volcaniques de Jimi Hendrix et de The Who, Clive Davis comprend avant tout le monde qu'une révolution sociale, culturelle et musicale est en marche. Alors que ses homologues de l'industrie restent aveugles à ce bouleversement, lui ressent ce frisson unique qui guidera ses choix futurs et lui permettra de bâtir un empire sans précédent. Un empire où le talent brut des artistes sera mis au service d'une rentabilité impitoyable. Cette intuition hors du commun acquise lors du festival de Monterey permet à Clive Davis de transformer radicalement la maison de disques Columbia Records, créant un environnement où se mêle une liberté artistique totale et des excès corporatifs sans précédent. Sous sa direction, l'entreprise connaît une croissance extraordinaire, mais les coulisses de cet âge d'or révèlent des pratiques particulièrement troublantes. Selon des enquêtes ultérieures et des témoignages de cadres de l'époque, les méthodes pour séduire les artistes et satisfaire les gros clients comprenaient l'omniprésence de jeunes femmes et l'organisation de soirées privées aux dérives sexuelles assumées. Les célébrations étaient grandioses, à l'image de cette semaine mémorable de 1973, où le producteur loua un théâtre entier à Los Angeles pour présenter la diversité de ses signatures, parmi lesquelles figurait un jeune auteur-compositeur, encore inconnu nommé Bruce Springsteen. Clive Davis fut immédiatement fasciné par la poésie complexe du jeune musicien, au point d'obliger l'ensemble de ses collaborateurs à se rassembler pour écouter attentivement la lecture des textes de l'artiste. Pourtant, le grand patron n'hésitait jamais à imposer son autorité implacable, reprochant vertement au futur leader du rock
son manque cruel de présence sur scène et l'absence flagrante de titres capables de passer à la radio. C'est sous cette pression directe que Springsteen écrivit ses premiers succès commerciaux sains, transformant radicalement sa manière d'occuper la scène pour satisfaire les exigences de son mentor. Cette obsession du contrôle et de la rentabilité commerciale allait devenir la signature indélébile de la méthode Davis, une méthode qui ne tolérait aucun écart et aucune contestation de la part des créateurs. La chute brutale de ce premier empire survint pourtant au cours de cette même année 1973, lorsque la direction de Columbia accusa officiellement son président d'avoir détourné des fonds massifs de l'entreprise pour financer ses dépenses personnelles luxueuses, notamment la fête religieuse de l'un de ses fils. Bien que l'homme d'affaires ait fermement nié les accusations en affirmant que les factures avaient été falsifiées par un subordonné, il fut immédiatement licencié, devenant par la même occasion le bouc émissaire d'un scandale de corruption beaucoup plus vaste lié à la distribution de substances illicites pour promouvoir les disques à la radio. Face aux enquêteurs, le producteur afficha une ignorance totale de ces pratiques illégales, prétendant avec une naïveté feinte qu'il pensait que les artistes qui s'effondraient dans ses bureaux étaient simplement sous l'effet de l'alcool. Reconnu coupable de fraude fiscale en 1975, il réussit pourtant l'exploit de renaître de ses cendres en fondant la maison de disques Arista Records, offrant un second souffle spectaculaire à des légendes de la musique noire comme Aretha Franklin et Dionne Warwick. Cependant, dès qu'un artiste tentait de s'opposer à ses directives, la violence psychologique du producteur se manifestait sans filtre. Il brisa ainsi définitivement son amitié avec le chanteur Barry Manilow en lui interdisant d'écrire ses propres compositions, lui lançant de manière humiliante que s'il possédait le talent des plus grands auteurs de l'histoire. Le monde entier le saurait déjà. C'est au début des années 80 que la trajectoire de Clive Davis croise celle qui deviendra son chef-d'œuvre absolu et sa plus grande fierté, la jeune Whitney Houston. En l'entendant chanter pour la première fois dans un petit club de New York, le producteur ressent un frisson unique et décide de prendre en main de manière exclusive la destinée de cette voix extraordinaire. Cependant, cette relation fusionnelle et protectrice suscita rapidement de vives critiques de la part des spécialistes de la musique, qui accusèrent le magnat de sacrifier délibérément l'âme de la culture noire et les racines gospel de la chanteuse, pour concevoir des morceaux pop lissés, spécifiquement calibrés pour séduire le public blanc et dominer les marchés internationaux. Obsédé par les moindres détails, il fonde des modifications structurelles sur chaque enregistrement, allant jusqu'à dicter les variations de tempo les plus infimes. Pour la bande originale du film à succès Le Garde du Corps, il exigea, contre l'avis de tous les experts, que les premières 40 secondes de la chanson principale soient interprétées sans aucun accompagnement musical. Un choix risqué qui s'avéra payant, puisque le titre passa 14 semaines consécutives au sommet des classements américains. Si l'artiste considérait son mentor comme le père spirituel de sa carrière, le coup psychologique de cette domination artistique totale laissa des traces indélébiles sur la vie personnelle de la diva. La relation complexe et presque exclusive entre le producteur et sa plus célèbre protégée connut un épilogue tragique et particulièrement sordide au mois de février de l'année 2012. Alors que le monde entier se préparait à célébrer la grande messe de la musique lors de la cérémonie des Grammy Awards, le corps sans vie de Whitney Houston fut découvert noyé dans la baignoire de sa suite au prestigieux hôtel Beverly Hilton de Los Angeles. La nouvelle de cette disparition brutale provoqua une onde de choc planétaire, plongeant l'industrie musicale dans la stupeur et la tristesse. C'est dans ce même établissement hôtelier, à quelques étages seulement au-dessus de la chambre où venait de se jouer le drame, que devait se tenir la légendaire soirée annuelle organisée par Clive Davis. Contre toute attente et au mépris des conventions les plus élémentaires du deuil, le magnat prit la décision inflexible de maintenir les festivités, refusant d'annuler un événement qui rassemblait les plus grandes fortunes et les sponsors les plus puissants du divertissement américain. Devant des invités stupéfaits et mal à l'aise, l'homme d'affaires monta sur scène pour prononcer un discours ambigu, affirmant avec aplomb que la défunte était pleine de vie, qu'elle aurait absolument voulu que la musique continue, et que sa propre famille avait expressément demandé que la fête ne soit pas interrompue.
Cette attitude froide et calculatrice laissa un goût profondément amer parmi les artistes présents. La chanteuse Carly Simon n'hésitant pas à déclarer publiquement que le producteur était guidé par des hormones de vainqueur à tout prix, et que ce coup se traduisait souvent par le sacrifice pur et simple de l'humanité des artistes qu'il prétendait protéger. Jusqu'à ces derniers instants, Clive Davis refusa obstinément d'exprimer le moindre regret concernant cette décision, rationalisant son choix par des arguments financiers et commerciaux. Cependant, les révélations les plus dévastatrices sur la face cachée de l'Empire Davis surgirent des années plus tard, à la suite de l'effondrement judiciaire et de l'incarcération d'une autre figure majeure de l'industrie, qu'il avait activement contribué à propulser sur le devant de la scène, le producteur de hip-hop Sean Combs, alors connu sous le pseudonyme de Puff Daddy. Bien que le vieux magnat de la variété ait toujours clamé haut et fort son désamour profond et son incompréhension totale pour la culture urbaine et le rap, les enquêtes financières mirent en lumière des mouvements de fonds colossaux et inexplicables en direction de son jeune associé au milieu des années 90. Clive Davis avait en effet injecté des sommes astronomiques, incluant un premier versement de 15 millions de dollars pour l'aider à structurer son label Bad Boy Records, suivi peu après d'une autre transaction massive de 50 millions de dollars. Les liens entre les deux hommes dépassaient largement le cadre professionnel, des rivaux de l'époque évoquant une intimité particulièrement troublante et des secrets partagés au plus haut sommet du pouvoir. En 2020, le patriarche de l'industrie avait encore rendu un hommage fastueux et vibrant à son protégé lors d'une cérémonie officielle, consolidant publiquement leur alliance indéfectible face au reste du monde. L'onde de choc se transforma en séisme lorsque la chanteuse Cassie Ventura décida de briser l'omerta en intentant un procès retentissant contre Sean Combs, l'accusant de violence physique extrême, de viol et de trafic sexuel organisé. L'arrestation et la condamnation ultérieure du rappeur, en 2025, provoquèrent une panique absolue chez le vieil homme d'affaires, alors nonagénaire. Des sources proches, confiant aux journalistes de Hollywood, que Clive Davis passait des nuits blanches, hantés par les souvenirs de leurs activités communes, passées et terrifiés, à l'idée que la vérité absolue sur leurs dérives secrètes ne vienne à éclater publiquement avant sa mort. Bien qu'il ait vigoureusement et systématiquement nié toute association malveillante ou criminelle avec les agissements de Combs, l'ombre du scandale a définitivement terni les dernières années de sa vie, révélant la porosité effrayante entre le génie des affaires et la complicité passive face aux pires exactions de l'industrie du spectacle. La vie privée de l'homme à l'oreille d'or était-elle aussi jalonnée de secrets soigneusement gardés et de contrats? Diction fascinante. Après 2 mariages traditionnels, s'étant soldés par des divorces tumultueux, le producteur vécut pendant de nombreuses décennies une existence discrète aux côtés de son compagnon de longue date, Greg Schriffer, un homme d'affaires évoluant dans le domaine de l'immobilier et de la décoration intérieure. Ce ne fut qu'en 2013, à l'âge très avancé de 82 ans, que le patriarche choisit de révéler publiquement sa bisexualité dans ses mémoires intitulés « La bande-son de ma vie », un ouvrage qui mettait en lumière la dualité constante d'un homme obligé de naviguer dans un univers corporatif longtemps homophobe, tout en contrôlant les désirs et les carrières de ses propres artistes. L'homme qui avait autrefois refusé les avances explicites de la chanteuse rock Janis Joplin, par souci de discrétion professionnelle, s'est éteint récemment à l'âge de 94 ans, dans sa résidence de Manhattan, des suites de complications respiratoires majeures. Derrière lui, ce bâtisseur d'empire laisse une famille nombreuse, un héritage musical immense mais irrémédiablement souillé, et une fortune colossale estimée à 850 millions de dollars. L'histoire de Clive Davis restera à jamais celle d'un homme qui savait écouter la musique mieux